Mes parents ont offert 85 000 € pour le mariage de ma sœur, la jolie, mais rien pour moi. Puis, le témoin s'est levé pour son discours et a révélé ce que ma sœur avait fait avec le frère du marié. Maman a agrippé le bras de papa, tu le savais? Je m'appelle Amélie Dubois et j'ai 29 ans. J'ai passé toute ma vie à être qualifiée de la moche par mes propres parents. L'oublier, le plan de secours, la fille dans laquelle ils n'ont jamais pris la peine d'investir. Il y a 6 mois, ma sœur Sophie s'est mariée. Mes parents ont dépensé 85 000 € pour son mariage. La robe seule a coûté 15 000 €. Quand j'ai mentionné qu'Antoine et moi prévoyions aussi de nous marier, ma mère m'a regardé comme si j'avais raconté une blague. Ma chérie, a-t-elle dit, penses-tu vraiment que quelqu'un viendrait? Sophie est la jolie. Nous devons investir judicieusement. Alors, je me suis assise au dernier rang, siège 299 sur 300 invités. Je ne m'attendais pas à ce que quoi que ce soit change ce jour-là. Mais ensuite, le témoin du marié s'est levé pour son discours et tout ce que je pensais savoir sur ma parfaite sœur s'est effondré. Tout a commencé il y a 3 ans, quand ma sœur a ramené Maxime à la maison pour la première fois. Grandir chez les Dubois signifiait comprendre sa place très tôt. Sophie était le soleil. J'étais ce qui orbitait autour d'elle, à peine visible dans son éclat. Ma mère, Diane, avait été candidate à des concours de beauté dans sa vingtaine. Elle n'a jamais gagné. Elle a failli y arriver 2 fois, aimait-elle nous le rappeler, mais elle a déversé tous ses rêves inassouvis sur ma sœur aînée. Sophie avait les cheveux blonds, les yeux bleus, la structure osseuse qui faisait que les inconnus s'arrêtaient pour la dévisager. À 6 ans, elle participait déjà à des concours de mini-miss à travers la région. Moi? J'avais les cheveux bruns, les yeux bruns, un visage que ma mère a un jour décrit comme assez agréable. Tu es jolie à ta manière, me disait-elle en lissant mes cheveux, tandis que ses yeux dérivaient vers Sophie qui s'entraînait à saluer dans le miroir. Tout le monde n'a pas besoin d'être belle. J'ai appris à disparaître. Pendant que Sophie accumulait les trophées et les écharpes, j'accumulais les livres. Pendant que ma mère la conduisait à des concours chaque week-end, je me rendais seul à la bibliothèque. Quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur en 4e, personne n'est venu à la cérémonie. Ils étaient au concours régional de Sophie. On fêtera ça quand tu rentreras, m'a promis papa au téléphone. Ils ont oublié. J'ai trouvé nos albums de photos de famille une fois, rangés dans le placard du couloir. 47 pages dédiées à Sophie. Chaque concours, chaque récital, chaque étape importante. 3 pages pour moi, une photo de bébé, une photo de maternelle, une photo embarrassante de la remise des diplômes du collège où la moitié de mon visage était coupée. J'ai compté 2 fois, pensant avoir manqué quelque chose. Ce n'était pas le cas. Ma mère vivait à travers Sophie parce que Sophie était tout ce qu'elle avait voulu être, et moi, j'étais juste là. L'autre fille, celle qui n'avait pas besoin d'investissement. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que j'allais bien. J'avais 29 ans avant de réaliser que je m'étais menti. Maxime Laurent est entré dans nos vies lors d'un gala de charité il y a 3 ans. Sophie y était en tant qu'influenceuse. Elle avait bâti une communauté d'1 demi-million de personnes qui la regardaient appliquer du rouge à lèvres et parler de bien-être. Maxime était là parce que sa famille avait financé tout l'événement. La famille Laurent. La vieille fortune. Le genre de richesse qui n'a pas besoin de s'annoncer. Quand Sophie l'a ramenée pour le dîner du dimanche, ma mère a failli s'évanouir. Un Laurent, a-t-elle chuchoté à mon père dans la cuisine, en lui agrippant le bras. Tu imagines notre Sophie avec un Laurent? À partir de ce moment, chaque conversation chez nous tournait autour de Maxime, du travail de Maxime dans la société d'investissement, du domaine familial de Maxime sur la Côte d'Azur, de la préférence de la mère de Maxime pour les mariages d'hiver. J'étais assise à table, invisible, pendant que mes parents planifiaient l'avenir de Sophie comme des généraux préparant une campagne. Cela pourrait tout changer pour notre famille, a dit maman une fois, sans même prendre la peine de baisser la voix. Je sortais avec Antoine depuis 2 ans à l'époque. Il enseignait le français au lycée, Molière et Hugo à des adolescents qui, pour la plupart, s'en fichaient. Il me faisait rire. Il se souvenait de mon anniversaire. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais le plan de secours de quelqu'un. La première fois que je l'ai amené rencontrer mes parents, le sourire de ma mère a vacillé. Un professeur, a-t-elle dit, en le toisant de la tête aux pieds. Eh bien, c'est gentil.
Il est brillant, ai-je dit. J'en suis sûr, ma chérie. Elle s'est tournée vers mon père. Sophie t'a dit? Maxime l'emmène à Saint-Tropez le week-end prochain. Antoine a serré ma main sous la table. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, en rentrant, il m'a demandé pourquoi je continuais d'essayer. Je n'avais pas de bonne réponse. Je n'en ai toujours pas. Mais je me souviens de la première fois où j'ai vu Théo Laurent, le frère cadet de Maxime, regarder ma sœur comme si elle était quelque chose qu'il voulait dévorer. Maxime a fait sa demande le jour du 32e anniversaire de Sophie. Un diamant de 3 carats, un toit terrasse à Paris, un photographe caché derrière une plante en pot pour capturer son visage surpris pour Instagram. L'annonce des fiançailles est arrivée avec un budget qui m'a donné le vertige. 85 000 €, a annoncé ma mère au dîner, rayonnante comme si elle avait gagné au loto. Le lieu seul coûte 40 000 €, mais la famille Laurent connaît le propriétaire. On a une réduction. 85 000 € pour une seule journée, pour des fleurs qui allaient se faner, un gâteau qui serait mangé et une robe qui resterait dans un placard pour toujours. J'étais fiancé à Antoine depuis 3 mois à ce moment-là. Il m'avait fait sa demande discrètement dans notre appartement avec la bague de sa grand-mère et un discours qu'il avait répété tant de fois qu'il bafouillait encore. J'ai dit oui avant qu'il ait fini. Je ne l'avais pas dit à mes parents. J'attendais le bon moment. Ce soir-là, j'ai pensé que le moment était peut-être venu. Antoine et moi sommes fiancés aussi, ai-je dit quand ma mère a repris son souffle. On pense à une petite cérémonie. Peut-être au printemps prochain. Le silence fut pire que n'importe quel mot. Ma mère a posé son verre de vin. Amélie, ma chérie, c'est adorable. On pourrait faire quelque chose dans le jardin, ai-je continué. Rien de chic, juste la famille et les amis proches. Ma puce, la voix de maman était douce, comme on parle à un enfant qui ne comprend pas. Penses-tu vraiment que quelqu'un viendrait? Je veux dire, comparé au mariage de Sophie. Elle n'a pas terminé. Elle n'en avait pas besoin. Nous devons investir judicieusement, a-t-elle dit. Sophie est la jolie. Ce mariage pourrait ouvrir des portes à toute la famille. Mon père n'a rien dit. Il fixait son assiette comme si la purée de pommes de terre détenait les secrets de l'univers. Son silence me blessait plus que ses paroles. J'aurais dû partir à ce moment-là, ai-je dit à Antoine cette nuit-là. J'aurais dû en avoir fini. Mais je ne l'ai pas fait, parce que la fête de fiançailles avait lieu dans 2 semaines. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Le domaine des Laurent ressemblait à une page de magazine. Des colonnes blanches, des étayés au cordeau, des serveurs glissant à travers la foule avec des flûtes de champagne qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. J'y suis allé seul. Antoine n'était pas invité. Place limitée, avait expliqué Sophie, sans vraiment croiser mon regard. Famille seulement. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. La fête de fiançailles était un défilé de gens que je ne connaissais pas. Les amis d'université de Maxime, les associés de ses parents, des parents éloignés dont les noms figuraient sur des bâtiments. Je dérivais dans la foule comme un fantôme, souriant quand on me souriait, hochant la tête quand on me la hochait. C'est là que j'ai vraiment remarqué Théo pour la première fois. Le frère cadet de Maxime avait 28 ans, un coach sportif avec le genre de corps qui devrait être sur un panneau publicitaire. Il avait les mêmes cheveux sombres que Maxime, la même mâchoire forte, mais il y avait quelque chose de plus vif dans ses yeux, quelque chose d'affamé. Je l'ai observé en train de regarder Sophie de l'autre côté de la pièce. Elle tenait salon près de la fontaine à champagne, riant à quelque chose qu'un invité avait dit. Le regard de Théo ne la quittait jamais. Quand elle a jeté un coup d'œil dans sa direction, quelque chose est passé entre eux. Rapide, électrique, disparu avant que je puisse le nommer. J'ai chassé cette pensée. J'étais paranoïaque, sensible, jalouse, probablement, même si je détestais l'admettre. Belle fête, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour trouver un homme plus âgé à côté de moi, un appareil photo suspendu à son cou. Il avait des yeux bienveillants et des cheveux gris qui bouclaient sur ses tempes. Robert Laurent, dit-il en tendant la main. L'oncle de Maxime. Je suis le photographe non officiel de la famille. Amélie, la sœur de Sophie. Ah, son sourire était chaleureux. Celle dont elle ne parle jamais. J'ai ri, surprise.
C'est si évident? Je remarque les choses. Il tapota son appareil photo. Déformation professionnelle. C'est incroyable ce qu'un zoom peut capturer de nos jours. Chaque moment, même ceux que les gens pensent que personne ne voit. Il s'est éloigné pour photographier le couple heureux. Je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là. J'aurais dû. Antoine m'attendait quand je suis rentré, un regard sur mon visage et il m'a tiré sur le canapé, m'enlaçant comme s'il pouvait me protéger de ma propre famille. Tu n'as pas à continuer à faire ça, dit-il doucement. Faire quoi? Essayer avec eux. Il s'est reculé pour me regarder. Amélie, ça fait 2 ans que je les vois te traiter comme une option secondaire. Chaque dîner, chaque fête. Tu mérites mieux. C'est ma famille. Une famille ne te fait pas te sentir comme ça. Je voulais argumenter. Je voulais les défendre comme je l'avais toujours fait. Ils ne sont pas si méchants. Ils ne le pensent pas. C'est juste leur façon d'être. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je continue d'espérer, ai-je finalement dit, qu'un jour ils me verront vraiment, comme ils voient Sophie. Et s'ils ne le font jamais? La question flottait entre nous, lourde et sans réponse. J'ai pensé à ce que je risquais de perdre si je gardais le silence. Mon respect de moi-même, certainement. Ma relation avec Antoine, car combien de temps pourrait-il me regarder être traité ainsi avant de cesser de me respecter, moi aussi? Ma chance de trouver la paix, de construire une vie qui ne soit pas dans l'ombre de l'éclat de ma sœur. Antoine m'a demandé en mariage il y a 3 mois, ai-je dit soudainement. Je ne leur ai pas dit. J'avais peur de leur dire parce que je savais qu'ils me feraient sentir que ça n'avait pas d'importance, que je n'ai pas d'importance. Il est resté silencieux un long moment. Tu comptes pour moi, a-t-il dit. Tu seras toujours mon premier choix. J'ai pleuré alors, de gros sanglots les que j'avais retenus pendant 29 ans. C'est la dernière fois, lui ai-je promis. Le mariage, j'irai. Je regarderai Sophie avoir sa journée parfaite, et puis j'en aurai fini. Nous construirons notre propre vie loin d'eux. 3 mois jusqu'au mariage, 3 mois à endurer. Mais le destin, comme il s'est avéré, avait d'autres plans. La fête prénuptiale a eu lieu dans un hôtel de charme du centre-ville. 20 des amis les plus proches de Sophie, des influenceuses, des mondaines, des femmes aux cheveux parfaits et aux sourires acérés. Je suis arrivé tôt pour aider à installer, comme on me l'avait demandé. Pas en tant qu'invité, mais en tant qu'aide. Peux-tu arranger la table des cadeaux, m'a demandé Sophie sans me regarder. Et assure-toi que les amuse-gueules sortent à l'heure. Tu sais comment sont les traiteurs. Bien sûr. J'ai passé la première heure à ajuster les centres de table et à diriger le personnel. Quand je me suis finalement assise avec une assiette de sandwich au concombre intact, une des amies de Sophie s'est approchée. Tu es la sœur, n'est-ce pas? Elle avait des extensions jusqu'à la taille et des cils qui pourraient attiser un petit feu. Vous êtes si différentes. Sophie est apparue à côté d'elle, champagne à la main. On nous le dit souvent. Vous devez être si excité pour elle. J'ai souri. Ravi. Amélie est ma petite aide d'aujourd'hui. Sophie m'a tapoté l'épaule. C'est l'organisée de la famille. Organisée, pas belle, pas brillante. Organisée, la fille qui arrange les tables de cadeaux. Je vais voir où en sont les amuse-gueules, ai-je dit. Vous voyez, la voix de Sophie m'a suivi. Toujours si serviable. J'étais à mi-chemin de la cuisine quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Sophie avait son téléphone sorti, caché sous la nappe. Elle tapait rapidement, un sourire secret jouant sur ses lèvres, le genre de sourire qui n'avait rien à voir avec l'organisation d'un mariage. Je connaissais ce sourire. Je l'avais porté moi-même au début avec Antoine, quand chaque texto de lui était comme un cadeau. Mais Maxime était de l'autre côté de la ville pour son enterrement de vie de garçon. Alors, qui faisait sourire la mariée comme ça? J'ai chassé cette pensée. J'étais paranoïaque, je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Étage 3 jours plus tard, Marc Fournier a appelé. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Est-ce que je parle à Amélie Dubois? La voix était masculine, contrôlée, avec une nuance de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. De l'urgence peut-être,
ou de la colère? Qui demande? Marc Fournier. Je suis le témoin de Maxime. Nous nous sommes brièvement rencontrés à la fête de fiançailles. Je me souvenais vaguement de lui. Grand, sérieux, observant la foule avec les yeux perçants de quelqu'un qui gagne sa vie en posant des questions. Maxime avait mentionné qu'il était journaliste. Nous devons parler, dit-il, à propos de Maxime. Je connais à peine Maxime. C'est ça le problème. Une pause. Lui non plus ne le connaît pas. Les mots flottaient là, étranges et menaçants. Je ne suis pas sûr de ce que vous. Pouvons-nous nous rencontrer? Quelque part de discret. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose à propos de votre sœur. Mon estomac s'est noué. Quoi à son sujet? Pas au téléphone, s'il vous plaît. Chaque instinct me disait de raccrocher, de ne pas m'en mêler, de laisser ce qui se passait entre Sophie et qui que ce soit d'autre ne pas me concerner. Mais ce sourire secret à la fête prénuptiale. Demain, m'entendis-je dire. Le café à l'angle de la rue de Rivoli et de la rue du Louvre, à 15h. J'y serai. Il a raccroché avant que je puisse changer d'avis. Antoine m'a trouvé fixant mon téléphone 20 minutes plus tard. C'était qui? Le témoin de Maxime. J'ai posé le téléphone. Il dit qu'il doit me dire quelque chose sur Sophie. Quel genre de chose? Je ne sais pas encore. Antoine s'est assis à côté de moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Amélie, quoi que ce soit, tu n'as pas à t'impliquer. Je sais. Mais quelque chose en moi, la partie qui était restée silencieuse pendant 29 ans, la partie qui avait regardé et attendu et ne s'était jamais exprimée, cette partie voulait savoir. Pour une fois, je voulais savoir ce qui se passait vraiment. Marc attendait déjà quand je suis arrivé, penché sur un café noir comme s'il contenait des réponses qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. De près, il avait l'air fatigué, du genre de fatigue qui vient quand on sait quelque chose qu'on préférerait ignorer. Merci d'être venu. Il a désigné le siège en face de lui. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir. Je me suis assise, enroulant mes mains autour de mon latin tact. Alors, de quoi s'agit-il? Il n'a pas perdu de temps en politesse. Maxime est comme un frère pour moi. On se connaît depuis la première année de fac. C'est l'une des personnes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées. Marc a croisé mon regard. Il mérite de savoir la vérité. À propos de quoi? Votre sœur et Théo. Le nom m'a frappé comme de l'eau froide. Théo, le frère de Maxime, celui aux yeux affamés. Je les ai vus ensemble, a continué Marc. À la fête de fiançailles, dans un restaurant il y a 2 semaines. Le mois dernier, j'ai vu Sophie quitter l'immeuble de Théo à 2h du matin. Ça ne veut rien dire. Je sais ce que j'ai vu. J'ai pensé au sourire secret de Sophie, à la façon dont Théo l'avait regardé de l'autre côté de la pièce. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que Maxime ne m'écoutera pas. Il pense que je suis paranoïaque, surprotecteur. Marc s'est penché en avant. Mais vous êtes sa sœur. Vous avez peut-être remarqué quelque chose. N'importe quoi. La fête prénuptiale, le téléphone caché, le texto qu'il avait fait rayonner. Je ne sais rien de certain, dis-je prudemment. Mais vous avez vu quelque chose. J'ai hésité. Peut-être. Alors aidez-moi. Sa voix s'est légèrement brisée. Aidez-moi à le sauver d'épouser quelqu'un qui lui ment. J'aurais dû dire non. J'aurais dû partir. Laisser les cartes tomber où elles le devaient. Au lieu de ça, j'ai demandé, qu'est-ce que vous prévoyez de faire exactement? Tout ce qu'il faudra. Le mariage était dans 8 semaines, et je venais de mettre le pied dans quelque chose dont je ne pouvais plus sortir. Le dîner de répétition a eu lieu dans un salon privé de l'un des plus anciens restaurants de la ville. Boiserie sombre, lustre en cristal, le genre d'élégance discrète qui chuchotait la vieille fortune. J'étais assise au bout de la table entre 2 tantes âgées de Maxime, qui n'arrêtaient pas d'oublier mon nom. Pendant une accalmie entre les plats, je me suis excusé et j'ai erré vers le fond de la pièce où Robert Laurent se tenait seul, faisant défiler les photos sur son appareil. Vous faites de belles prises, ai-je demandé. Il a levé les yeux, surpris, puis a souri. Amélie, la sœur invisible. Vous vous en souvenez.
Je vous ai dit que je remarquais les choses. Il a tourné l'appareil vers moi, montrant l'écran LCD. Vous voulez voir? Il a cliqué sur des dizaines d'images. Sophie riant avec Maxime, mes parents rayonnants, des toasts au champagne et des gros plans à la lueur des bougies. Puis il s'est arrêté sur une photo. Le sourire a disparu de son visage, sa mâchoire s'est crispée presque imperceptiblement. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé. Certains moments ne devraient pas être capturés, a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour moi. Il a cliqué pour passer à la suivante avant que je puisse voir, mais j'ai eu un aperçu. 2 silhouettes blotties dans ce qui semblait être un coin ombragé. Proche. Trop proche. Oncle Robert. La voix de Maxime a traversé la pièce. Viens prendre une photo de nous avec papa et maman. Robert a forcé un sourire. Le devoir m'appelle. Il est parti, mais ces mots résonnaient dans ma tête. Certains moments ne devraient pas être capturés. J'ai trouvé Marc de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec l'un des garçons d'honneur. Nos regards se sont croisés brièvement. Il m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Plus tard, en marchant vers ma voiture, mon téléphone a vibré. Marc. Robert a vu quelque chose. J'en suis sûr. J'essaie de le faire parler. J'ai fixé le message pendant un long moment. Quoi qu'il se passe, c'était plus grand que des soupçons et des regards maintenant. Il y avait une preuve quelque part, et quelqu'un allait la trouver. Une semaine avant le mariage, Marc a de nouveau appelé. Je l'ai, dit-il sans préambule. Tout ce dont nous avons besoin. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Que veux-tu dire par tout? Robert a coopéré. Il y a une vidéo de la fête de fiançailles et j'ai des captures d'écran de textos entre Sophie et Théo. Des mois de messages. C'est grave, Amélie. Je me suis effondré sur mon canapé, le téléphone pressé contre mon oreille. Comment as-tu eu les messages? L'ex-petite amie de Théo. Elle les a trouvés sur son iPad et a gardé des copies quand elle a soupçonné qu'il la trompait. Un rire amer. Il s'avère qu'elle avait raison, mais pas avec qui elle pensait. Une partie de moi voulait voir. Une partie de moi voulait prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend. Marc a fait une pause. Veux-tu que j'arrête ça? Je peux aller voir Maxime ce soir. Tout lui montrer. Le mariage n'aura pas lieu. J'ai fermé les yeux, imaginant les retombées, les visages de mes parents, la rage de Sophie, les accusations qui finiraient inévitablement par retomber sur moi. Non, ai-je finalement dit. Ne montre rien à Maxime. Amélie, je ne peux pas être celle qui détruit tout ça. Si Maxime l'apprend, il doit l'apprendre de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être la sœur jalouse qui a tout gâché. Un silence s'est étiré entre nous. Je comprends, dit Marc doucement. Mais je ne peux pas le laisser l'épouser. Alors fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi en dehors de ça. Tu es sûr? J'en suis sûr. Quand nous avons raccroché, mes mains tremblaient. Antoine m'a trouvé assise dans le noir 1 heure plus tard. Quoi qu'il se passe, dit-il en me serrant contre lui, ce n'est pas ta responsabilité. Il avait raison. Mais le mariage était dans 7 jours, et quoi que Marc prépare, j'étais sur le point d'y assister. D'accord, je dois faire une pause ici 1 seconde. Si vous regardez ça et que vous vous dites, impossible. Ça ne peut pas être réel. Croyez-moi, je ressentais la même chose. Je n'arrêtais pas d'espérer que je me trompais sur tout. Que Marc se trompait. Si vous êtes investi dans ce qui va suivre, veuillez prendre un moment pour liker et vous abonner. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé au mariage, car c'est là que tout a changé. Le matin du mariage de Sophie s'est levé gris et humide, le genre de temps qui fait friser les cheveux et rend les photographes nerveux. Vers midi, les nuages s'étaient juste assez dissipés pour laisser passer une pâle lumière du soleil. Parfait, disait tout le monde, pour les photos. Le domaine de Valmont s'étendait sur 5 hectares de terrains entretenus. Sa grande salle de bal était conçue pour accueillir 400 invités confortablement. Aujourd'hui, elle accueillerait 300 personnes venues assister à l'union de Sophie Dubois et Maxime Laurent. Je suis venu seul.
Antoine avait proposé de me conduire, d'attendre sur le parking, d'être là quand j'aurais besoin de partir. Mais son nom ne figurait sur aucune invitation. Place limitée, avait de nouveau expliqué Sophie, sa voix tendue d'insincérité. Mon petit ami depuis 2 ans ne valait pas une chaise pliante. J'ai trouvé ma place au fond de la salle de bal, presque contre le mur. Rangée 15, siège 23. 299e invité sur 300. J'aurais pu en rire si ça ne m'avait pas autant piqué. La salle s'est remplie lentement. Des femmes en robe de créateur, des hommes en costume sur mesure, la subtile compétition de la richesse pleinement affichée. Je ne reconnaissais presque personne. Puis j'ai vu Marc. Il se tenait à l'avant avec les autres garçons d'honneur, ajustant son nœud papillon. Il avait l'air calme, trop calme, comme un homme qui avait déjà fait la paix avec ce qu'il s'apprêtait à faire. Nos regards se sont croisés par-dessus la mer d'invités. Il a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement. Mon estomac s'est serré. Théo était aussi dans la file des garçons d'honneur. 3e en partant de la gauche. Même d'ici, je pouvais voir la sueur perler sur son front. Sa cravate semblait trop serrée. Son sourire semblait trop forcé. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait juste pas quoi. Le quatuor à cordes a commencé à jouer et 300 têtes se sont tournées vers l'entrée. La mariée arrivait. Sophie est apparue dans l'embrasure de la porte comme une vision sortie d'un magazine de mariage. La robe était tout ce dont ma mère avait rêvé. 15 000 € de dentelle cousue main, une traîne cathédrale qui semblait s'étirer à l'infini. Un voile si délicat qu'il ressemblait à de la brume matinale. Sophie flottait le long de l'allée au bras de notre père, son sourire radieux, ses yeux fixés sur Maxime à l'autel. Ma mère pleurait déjà. N'est-elle pas magnifique, a chuchoté quelqu'un derrière moi. Époustouflante, a convenu une autre voix. Comme une princesse. J'ai regardé mon père remettre Sophie à Maxime. Son visage brillait de fierté. Le genre de fierté que j'avais passé une vie à essayer de mériter. Maman serrait son mouchoir, épongeant des larmes qui attendaient de couler depuis 20 ans. Leur fille parfaite. Leur moment parfait. À l'autel, Maxime a pris les mains de Sophie. Son visage était ouvert, confiant, plein d'un amour si sincère que ma poitrine s'est serrée. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que la femme en blanc lui mentait depuis des mois. Aucune idée que son propre frère connaissait le goût de ses lèvres. Moi, Maxime, je te prends, Sophie, pour être ma femme, dit-il, la voix ferme, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour. Pour être honnête et fidèle. Honnête. Fidèle. L'ironie ne m'a pas échappé. Sophie a répété ses vœux sans un tremblement, sans une once de culpabilité. Elle était douée. Elle avait toujours été douée pour jouer la comédie. Je vous déclare maintenant mari et femme. La foule a éclaté en applaudissements. 300 personnes célébrant un mensonge. J'ai applaudi aussi. Que pouvais-je faire d'autre? Mais alors que les nouveaux mariés remontaient l'allée, j'ai surpris l'expression de Théo, blanc comme un linge, transpirant à travers son costume coûteux. Quoi qu'il arrive, il le sentait aussi. Nous le sentions tous. Nous ne savions juste pas à quel point c'était proche. La réception a eu lieu dans la grande salle de bal, transformée en un pays des merveilles de roses blanches et de chandelles. Des lustres en cristal projetaient des prismes doux sur la piste de danse où Sophie et Maxime se balançaient pour leur première danse. J'étais assise à une table près du fond avec des invités que je ne connaissais pas. Personne ne s'est présenté. Personne ne m'a demandé mon nom. Puis ma mère a pris le micro. Je veux dire quelques mots sur ma magnifique fille. La salle s'est tue. Diane Dubois se tenait au centre de l'attention, exactement là où elle avait toujours voulu être. Sophie a été ma fierté et ma joie depuis sa naissance. Je savais qu'elle était spéciale. Je savais qu'elle était destinée à de grandes choses. La voix de maman s'est brisée avec une émotion répétée. Et maintenant, en la voyant avec Maxime, je sais que tous mes rêves pour elle se sont réalisés. Les invités ont murmuré leur approbation. Mon père rayonnait. Et bien sûr, a continué maman, balayant la salle du regard, mon autre fille est ici quelque part. Amélie, fais un signe d'où que tu sois. 299 visages se sont tournés, cherchant. Quelques personnes ont gloussé quand ils n'ont pas pu me trouver.
Je n'ai pas fait de signe. Eh bien, elle est timide. Maman a balayé ça d'un rire. Quoi qu'il en soit, au marié. Au marié, a fait écho la foule. Je suis resté parfaitement immobile, la chaleur montant à mes joues. Mon autre fille. Pas ma fille cadette. Pas mon deuxième enfant. Mon autre fille, comme si j'étais un accessoire qu'elle avait presque oublié de mentionner. À la table d'honneur, Marc a vérifié quelque chose sous sa serviette, une mallette d'ordinateur portable partiellement cachée, une clé USB dans sa paume. Il a croisé mon regard. Son expression disait, c'est l'heure. Et maintenant, a annoncé le maître de cérémonie, veuillez accueillir le témoin du marié pour son toast. Marc s'est levé lentement, a ajusté sa cravate, a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un sur le point d'incendier un château de cartes. Marc s'est approché du micro avec la démarche mesurée d'un homme qui avait répété ce moment 100 fois. La salle s'est installée dans un silence attentif. Maxime et moi nous sommes rencontrés en première année de fac, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse, conversationnelle. Il me laissait emprunter ses notes quand je manquais un cours, m'apportait de la soupe quand j'avais la grippe, m'a aidé à surmonter chaque mauvaise rupture que j'ai eue. Des rires ont parcouru la foule. Maxime a souri, levant son verre de champagne. C'est la personne la plus loyale que je connaisse, la plus honnête. Le genre d'homme qui croit que tout le monde mérite la vérité, peu importe à quel point elle est difficile à entendre. Quelque chose a changé dans le ton de Marc. Subtil, mais je l'ai perçu. Un léger durcissement. Maxime m'a dit un jour que la confiance est le fondement de toute relation. Que sans honnêteté, l'amour ne signifie rien. Marc a fait une pause. J'ai toujours admiré ça chez lui. La salle souriait encore, acquiesçant toujours. Mais à la table d'honneur, la main de Sophie s'était figée à mi-chemin de son verre d'eau. C'est pourquoi, a continué Marc, je pense que Maxime mérite la vérité, toujours. Maxime a ri nerveusement. Tu deviens un peu sérieux là, mon pote. Je suis sérieux. Les yeux de Marc se sont fixés sur ceux du marié, d'un sérieux de mort. Silence. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les serveurs se sont immobilisés en plein mouvement. 300 personnes ont retenu leur souffle sans savoir pourquoi. J'ai hésité à faire ça, a dit Marc, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Pendant des semaines, je me suis demandé si c'était ma place, si je devais juste laisser les choses se faire. Il a regardé Sophie, puis Théo, dont le visage était devenu couleur de lait caillé. Mais Maxime est mon frère dans tous les sens du terme, et il mérite de savoir avec qui il s'est marié. Le sourire de ma mère s'était figé. Le verre de champagne de mon père était suspendu en l'air. Avant de finir, a dit Marc, je pense que tout le monde mérite de voir à quoi ressemble le véritable amour. L'écran géant derrière la table d'honneur a scintillé. Au début, j'ai cru que ça faisait partie du diaporama prévu. Des photos de Maxime et Sophie, leur histoire d'amour en images. Mais ensuite, l'image est devenue nette et la salle est devenue glaciale. C'était la fête de fiançailles. Le coin du jardin du domaine des Laurent, partiellement caché par des haies. 2 silhouettes pressées l'une contre l'autre dans l'ombre. Une femme en robe champagne. Un homme aux cheveux sombres. Sophie et Théo s'embrassant comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. Des halètements ont parcouru la foule comme une vague. Quelqu'un a laissé tomber un verre de champagne. Il s'est brisé sur le sol en marbre. Le son était absurdement fort dans le silence stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Maxime est sortie étranglée, méconnaissable. La vidéo a changé. Des captures d'écran maintenant, des messages textes agrandis pour que les 300 invités puissent les lire. Théo, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Sophie, moi non plus. Quand est-ce que je peux te revoir? Théo, c'est de la folie. C'est mon frère. Sophie, il n'a pas besoin de savoir. Personne n'a besoin de savoir. Les messages continuaient. Des dates s'étalant sur des mois. Des détails qui ne laissaient aucune place à l'imagination. Sophie a hurlé, éteignez ça. Éteignez ça. Mais Marc n'a pas bougé vers l'ordinateur portable. L'équipe technique non plus, figée par le choc. Maxime. La voix de Marc a transpercé le chaos.
Je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu doives l'apprendre de cette façon. Mais je ne pouvais pas te laisser vivre dans un mensonge. Maxime s'est levé lentement. Son visage était blanc, ses mains tremblaient. Il s'est tourné vers sa mariée, sa femme depuis moins d'une heure. Dis-moi que c'est faux, a-t-il murmuré. Dis-moi que c'est photoshopé. Dis-moi quelque chose. La bouche de Sophie s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. Et dans ce silence, 300 invités ont compris exactement ce dont ils étaient témoins. Le mariage parfait était devenu le parfait cauchemar. La salle de bal a sombré dans le chaos. Maxime s'est jeté par-dessus la table vers Théo. Les verres de champagne ont volé. Les arrangements floraux se sont éparpillés. Il a fallu 3 garçons d'honneur pour le retenir. Et même alors, son poing a heurté la mâchoire de Théo assez fort pour l'envoyer au sol. Mon propre frère. La voix de Maxime s'est brisée, brute de trahison. Mon propre frère. Théo a reculé en rampant, les mains levées. Maxime, écoute-moi. Ça ne voulait rien dire. Des mois? Il y a des mois de messages. Sophie s'est jetée entre eux, le mascara coulant sur son visage. Maxime, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. C'était une erreur. Une terrible erreur. Maxime l'a repoussée comme si elle n'était pas là. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Maxime, on est mariés depuis 45 minutes. Son rire était creux, brisé. 45 minutes et je veux déjà le divorce. Les invités se dirigeaient vers les sorties. Certains regardaient, fascinés par l'horreur. Les téléphones levés pour capturer les décombres. D'autres fuyaient comme si le bâtiment était en feu. Madame Laurent, la mère de Maxime, s'était effondrée sur une chaise, son mari l'éventant frénétiquement. Elle n'arrêtait pas de murmurer « Non, non, non ». Comme une prière déjà exaucée. Théo s'est relevé en titubant, du sang coulant de sa lèvre. « Maxime, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Sors. » La voix de Maxime était maintenant d'un calme mortel. « Sors avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. » 2 des garçons d'honneur ont escorté Théo vers la sortie de service. Il n'a pas résisté. Il n'a pas regardé en arrière. Et Sophie, la parfaite, la belle Sophie, se tenait seule au milieu de sa robe à 15 000 €, regardant tout ce qu'elle avait construit s'effondrer autour d'elle. Pendant un instant, juste un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu de chaque mot cruel, de chaque regard dédaigneux, de chaque fois qu'elle m'avait fait sentir que je n'étais rien. L'instant est passé. Dans le chaos, j'avais presque oublié mes parents. Je les ai trouvés près de la table d'honneur, figés comme des statues dans un ouragan. La poigne de ma mère sur le bras de mon père était si forte que ses jointures étaient devenues blanches, ses ongles manucurés laissant des croissants dans la manche de sa veste. Tu savais? Sa voix tremblait, à peine au-dessus d'un murmure. Richard, tu savais pour ça? Non. Le visage de mon père était gris. Il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Non, je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Notre Sophie. La voix de maman s'est brisée. Notre parfaite Sophie. Elle s'est interrompue, incapable de finir, incapable de réconcilier la fille qu'elle avait vénérée pendant 32 ans avec la femme qui venait de détruire son propre mariage. Puis ma mère m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers le chaos, les pétales de roses éparpillés, les chaises renversées, les invités sous le choc. Elle s'est avancée vers moi comme une somnambule. Amélie. Elle m'a attrapé par les bras, ses doigts s'enfonçant. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais quelque chose. Je n'ai pas bronché. Je m'en doutais. Alors pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? La question flottait dans l'air, si absurde que j'ai failli rire. M'auriez-vous cru, ai-je demandé doucement. Bien sûr que je t'aurais cru. Vraiment? J'ai rencontré son regard, stable et sans faille. Si j'étais venu te voir pour te dire que Sophie trompait Maxime, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu cru l'autre fille? Ou m'aurais-tu traité de jalouse? La bouche de maman s'est ouverte. C'est refermé.
Aucun mot n'est sorti. C'est bien ce que je pensais. J'ai doucement retiré ses mains de mes bras. Derrière nous, Maxime se dirigeait vers la sortie, flanqué de Marc et de ses parents. Il n'a pas regardé Sophie. Pas une seule fois. Je comprenais exactement ce qu'il ressentait. Maxime s'est arrêté à l'entrée de la salle de bal et s'est tourné pour faire face aux invités restants. Peut-être une centaine de personnes étaient encore là, trop choquées ou trop curieuses pour partir. Sa voix était ferme quand il a parlé, étrangement ferme. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas la célébration que vous attendiez. Un sourire amer a traversé son visage. Ce n'est pas celle que j'attendais non plus. Sophie s'est frayé un chemin à travers la foule. Maxime, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler en privé? S'il te plaît. Il ne l'a pas regardé. Mon avocat vous contactera lundi. Nous entamerons immédiatement la procédure d'annulation. Annulation? Maxime, tu ne peux pas. Je peux, et je le ferai. Finalement, il s'est tourné pour lui faire face. Tu as eu des mois pour me dire la vérité. Des mois. Au lieu de ça, tu m'as laissé me tenir à cet hôtel et prononcer des vœux que tu savais être une blague. Ce n'était pas une blague pour moi. Tu couchais avec mon frère. Chaque mot tombait comme une pierre. Pendant des mois, et tu m'as épousé quand même. Quelle partie de ça n'est pas une blague? Le sang-froid parfait de Sophie s'est finalement brisé. Elle est tombée à genoux dans sa robe à 15 000 €, la traîne cathédrale s'étalant autour d'elle comme un nuage brisé. Je t'aime, a-t-elle sangloté. Je t'aime, Maxime. Tu ne sais pas ce que signifie l'amour. Il est sorti sans regarder en arrière. Ses parents l'ont suivi, Madame Laurent soutenue par son mari et un garçon d'honneur. Marc s'est arrêté à la porte. Il m'a trouvé dans la foule, m'a fait un dernier signe de tête, puis il est parti aussi. La salle de bal ressemblait aux décombres d'une bombe. Des fleurs piétinées, des chaises renversées, un gâteau de mariage intact, sa petite figurine de mariée se moquant de ce qui aurait pu être. Et Sophie, toujours à genoux sur le sol, entourée de tout ce qu'elle avait détruit. Pour la première fois de ma vie, je n'avais rien à lui dire. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la sortie, enjambant soigneusement les pétales de rose éparpillés et le verre brisé. J'étais presque à la porte quand ma mère m'a intercepté. Où vas-tu? Sa voix était stridente, désespérée. Tu ne peux pas simplement partir. Si, je peux. Mais Sophie a besoin. Sophie a besoin de faire face aux conséquences de ses propres choix. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule. J'en ai fini. Amélie, s'il te plaît. Maman s'est agrippée à mon bras. Tu dois nous aider à savoir quoi faire. Tu es sa sœur. Tu es censé. Je suis censé quoi? Je me suis retourné pour lui faire face complètement. Nettoyer ses dégâts? La faire se sentir mieux? Être l'organisé qui répare tout pendant que Sophie pleure? Je ne voulais pas dire. Tu m'as appelé l'autre fille ce soir, devant 300 personnes. Ma voix était calme. Inquiétamment calme. Vous avez passé 30 ans à me traiter comme un plan de secours, et maintenant vous voulez mon aide. Le visage de maman s'est décomposé. Amélie, je t'aime. Maman, j'en ai fini d'être invisible. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Quand tu seras prête à m'avoir dans ta vie en tant que ta fille, pas en tant qu'assistante de Sophie, pas en tant que l'autre, tu sais où me trouver. Je suis sorti avant qu'elle puisse répondre. Antoine attendait sur le parking, appuyé contre sa voiture comme s'il était là depuis des heures. Peut-être que oui. C'était grave, a-t-il demandé. Biblique. Il m'a ouvert la portière passager sans un mot de plus. Nous étions à mi-chemin de la maison avant que je réalise que je pleurais. Pas pour Sophie, pas pour mes parents, mais pour la petite fille qui avait compté les pages d'albums photos et qui n'avait pas trouvé son compte. Pour la femme qui avait enfin cessé d'attendre d'être vue. Antoine a pris ma main. Il ne l'a pas lâchée jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que j'aurais dû me sentir plus satisfaite à ce moment-là. Vengée peut-être, mais honnêtement, je me sentais juste fatigué. Fatigué de me battre pour des miettes de leur attention. Fatigué d'être en colère.
Si cette histoire résonne en vous, veuillez commenter ci-dessous. Avez-vous déjà dû regarder le karma faire son travail? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Les retombées ont été rapides et impitoyables. En 48 heures, des vidéos du mariage s'étaient propagées sur toutes les plateformes de médias sociaux importantes. Quelqu'un avait capturé tout le discours de Marc sur son téléphone. Quelqu'un d'autre avait filmé la crise de nerfs de Sophie. Un autre avait obtenu des images de Théo s'enfuyant avec du sang sur le visage. Le lundi matin, la communauté Instagram soigneusement cultivée de Sophie avait implosé. Elle avait bâti sa marque sur l'authenticité, sur les relationship goals, sur des publications sponsorisées sur la confiance et la communication. Ses 500 000 abonnés lui avaient fait confiance. Maintenant, il se sentait trahi et il voulait qu'elle paie. Les commentaires étaient brutaux. Je n'arrive pas à croire que j'ai suivi les conseils d'une tricheuse. Son pauvre mari. 1 heure de mariage. Comment peux-tu tromper ton fiancé avec son frère? Voilà ce qui arrive quand on est belle mais vide à l'intérieur. En 1 semaine, elle était passée de 500 000 à moins de 100 000 abonnés. Les marques qu'il avait payées pour promouvoir leurs produits ont disparu du jour au lendemain. 3 contrats de sponsoring d'une valeur de près de 50 000 € par an ont été annulés avant même qu'elle puisse faire une déclaration. L'appartement qu'elle partageait avec Maxime, le luxueux gratte-ciel qu'il payait, n'était plus à elle. Elle avait 72 heures pour récupérer ses affaires. Mes parents sont allés en ville pour l'aider à déménager. Ils sont revenus avec une voiture pleine de vêtements de marque et une fille qui n'arrêtait pas de pleurer. Sophie est retournée dans sa chambre d'enfant à 32 ans. Et Théo, il a été discrètement effacé de la famille Laurent. Il travaillait dans une salle de sport détenue en partie par un fonds familial des Laurent. Cela s'est terminé immédiatement. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé dans le sud-ouest. Nouveau départ, nouveau nom sur ses profils sociaux. La Jolie et le frère en or. Regardez jusqu'où ils étaient tombés. 2 semaines après le mariage, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, la partie qui n'avait jamais complètement perdu espoir, m'a fait accepter. Amélie. Sa voix semblait différente, plus petite. J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? Une longue pause. J'ai beaucoup réfléchi. À propos de Sophie. À propos de tout. J'ai attendu. Je ne l'ai pas vue. Elle a continué, sa voix se brisant. Toutes ces années, je n'ai pas vu qui elle était vraiment. J'étais tellement concentré sur sa beauté, son succès, son potentiel. J'ai manqué tout ce qui comptait. Maman. Laisse-moi finir. Une respiration tremblante. Je suis désolé de ne pas avoir vu la vraie Sophie. Je suis désolé de lui avoir fait confiance alors que je n'aurais pas dû. J'ai remarqué ce qu'elle ne disait pas. Et j'ai incité doucement. Et quoi? Tu es désolé de ne pas avoir vu Sophie clairement? Et moi? Es-tu désolé de la façon dont tu m'as traité pendant 30 ans? Silence. Je n'essayais pas de te faire de mal, Amélie. Je pensais juste que Sophie avait besoin de plus. Plus de quoi? Plus d'amour? Plus d'attention? Plus de mariage à 85 000 €? Ce n'est pas juste. Me traiter des autres filles devant 300 personnes non plus. Je l'ai entendu pleurer à l'autre bout du fil. Une partie de moi voulait la réconforter. Une plus grande partie refusait. Quand tu seras prête à t'excuser pour la façon dont tu m'as traité, pas seulement pour avoir fait confiance à Sophie, rappelle-moi. J'ai raccroché. 3 heures plus tard, un texto de mon père. Je suis désolé pour tout. Pas seulement pour ça. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était la première fois qu'il le reconnaissait. Peut-être y avait-il de l'espoir. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'allais plus attendre pour le savoir. J'avais ma propre vie à construire. Antoine et moi avons fixé une date. Pas un lieu comme le domaine de Valmont. Pas une liste d'invités de 300 inconnus. Pas une robe à 15 000 € ou une fontaine à champagne ou un quatuor à cordes. Juste un jardin, un officiant, 30 personnes qui nous aimaient vraiment. Tu es sûr de ça? A demandé Antoine, en me regardant adresser des invitations à notre table de cuisine.
On pourrait faire quelque chose de plus grand. Un restaurant, peut-être un parc. J'en suis sûr, j'ai scellé une autre enveloppe. J'ai passé toute ma vie à regarder mes parents tout investir dans les moments parfaits de Sophie. Je n'ai pas besoin de perfection, j'ai besoin de réalité. Il m'a embrassé sur le front. Est-ce que j'ai mentionné une ou deux fois que je t'aime? Eh bien, voilà encore. Le travail allait bien aussi. L'entreprise d'événementiel à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie a finalement reconnu ce que je pouvais faire. 3 mois après le mariage de Sophie, j'ai été promue coordinatrice d'événements seniors. Plus de responsabilités, un meilleur salaire. Un bureau d'angle avec des fenêtres. Personne ne me l'a donné. Je l'ai mérité. Marc est resté en contact. Il s'était inquiété après le mariage que je lui en veuille pour le chaos. Ce n'était pas le cas. Maxime méritait la vérité et Marc la lui avait donnée. Parfois, l'amitié signifie dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Maxime lui-même se remettait lentement. L'annulation s'est faite sans contestation. Sophie n'avait aucune base pour la contester. La dernière fois que Marc m'en a parlé, Maxime sortait à nouveau avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste apprendre à faire confiance à nouveau. Il a demandé de tes nouvelles, a mentionné Marc lors d'un de nos appels. Il voulait que je te dise qu'il est reconnaissant de ne pas avoir prévenu Sophie, d'avoir laissé la vérité éclater. Je n'ai rien fait. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut. 3 mois de passé, une vie à venir, et pour la première fois, je la construisais pour moi-même. Le texto est arrivé 2 mois après le mariage. On peut parler? J'ai besoin de ma sœur. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Antoine corrigeait des copies à la table de la cuisine, ses lunettes glissant sur son nez, un stylo rouge à la main. Normal, calme, sûr. Sophie, ai-je dit. Il a levé les yeux. Qu'est-ce qu'elle veut? Parler. Tu veux y aller? Est-ce que je le voulais? J'avais passé 2 mois dans un silence bienheureux. Pas de drame familial, pas de comparaison, pas de sentiment de ne pas être assez. Une partie de moi voulait que ça reste comme ça pour toujours. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de tresser les cheveux de Sophie quand nous étions petites, de partager des secrets sous les couvertures, d'être sœurs avant d'être rivales, cette partie n'était pas prête à lâcher complètement. Je pense que je dois le faire, ai-je finalement dit, pour tourner la page, si rien d'autre. J'ai répondu par texto, un café? Samedi? Lieu public. Pas de parents. Sa réponse est venue immédiatement. Merci. Merci beaucoup. Samedi est arrivé gris et bruineux. Je suis arrivé au café la première, j'ai commandé un latte, j'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais regarder la pluie. Sophie est apparue 10 minutes en retard, ce qui était à l'heure pour elle. Mais la femme qui a franchi la porte n'était pas la sœur dont je me souvenais. Elle avait l'air plus mince, plus pâle. Les cheveux blonds qui avaient toujours été parfaitement coiffés pendaient sans vie autour de son visage. Pas de maquillage, pas de vêtements de marque, juste un jean et un pull qui avaient connu des jours meilleurs. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi, les mains enroulées autour de son café intact comme si c'était une bouée de sauvetage. Merci de me rencontrer. Ne me remercie pas encore. J'ai gardé ma voix égale. Je n'ai pas décidé ce que je suis prête à te donner. Elle a tressailli, mais elle a hoché la tête. Je le mérite, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restés assises là, 2 étrangères qui étaient autrefois sœurs, avec tout et rien entre nous. J'ai tout gâché. La voix de Sophie était à peine plus qu'un murmure. Je sais que j'ai tout gâché. Oui, tu l'as fait. L'histoire avec Théo, ça a commencé avant les fiançailles. Je sais que ça ne rend pas les choses meilleures, mais je veux que tu comprennes. J'avais peur. Maxime était si parfait et j'étais terrifié de ne pas être assez bien pour lui. Alors tu as couché avec son frère? Elle a grincé des dents. Je ne te demande pas de comprendre. Je veux juste. Je veux que tu saches que je suis désolé. Pour l'affaire. Pour tout. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'étudiant. La femme en face de moi avait l'air brisée. Vraiment, complètement brisée. Une partie de moi voulait tendre la main et la serrer dans mes bras. Une plus grande partie se souvenait de chaque mot cruel qu'elle avait jamais prononcé.
Es-tu désolé pour l'affaire, ai-je demandé prudemment. Ou es-tu désolé de la façon dont tu m'as traité pendant 29 ans? Sophie a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu m'as appelé l'organiser devant tes amis comme si c'était une insulte. Je veux dire que tu as laissé maman passer toute mon enfance à nous comparer. Je veux dire que tu es resté là pendant qu'il t'appelait la jolie et me traitait comme si je n'existais pas. Je n'ai jamais. Je ne leur ai jamais demandé de faire ça. Mais tu ne les as pas arrêtés non plus, n'est-ce pas? Silence. Non, a-t-elle finalement admis. Je ne l'ai pas fait. Nous sommes restés assises là, le poids de 30 ans pesant sur la table entre nous. Je peux pardonner l'affaire, ai-je dit lentement. C'était entre toi et Maxime. Ce n'était pas mes affaires. Mais je ne peux pas oublier comment toi, maman et papa m'avaient fait me sentir toute ma vie. Je ne suis pas prête à faire comme si ça n'était pas arrivé. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu me voies. Que tu me voies vraiment, pour une fois dans nos vies. Elle n'avait pas de réponse. Moi non plus. J'ai appelé mes parents la semaine avant mon mariage. Maman a répondu à la deuxième sonnerie. Amélie. Sa voix était prudente, pleine d'espoir, la voix de quelqu'un qui attend la permission de revenir dans votre vie. Je me marie, ai-je dit. Samedi, 15 heures. Oh, ma chérie. Laisse-moi finir. J'ai pris une profonde inspiration. Ce sera petit. 30 personnes, dans le jardin des parents d'Antoine. Silence. Vous êtes invités, ai-je continué. Tous les deux. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'abord. N'importe quoi. Si vous venez en tant que mes parents. Pas en tant que les parents de Sophie qui ont une autre fille. Pas en tant que des gens qui auraient aimé investir dans quelqu'un d'autre. En tant que mes parents. Pouvez-vous faire ça? Plus de silence. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan demandant ce que j'avais dit. Richard, a dit ma mère doucement. Amélie se marie. Un bruissement. Puis la voix de mon père, plus proche. On sera là, ma puce. Quoi que tu aies besoin. J'ai besoin que vous me voyiez, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. On te voit. La voix de papa s'est brisée. Je sais qu'on ne l'a pas toujours montré, mais on te voit. Maman est revenue au téléphone. Est-ce qu'on peut t'apporter un cadeau? Je sais qu'on n'a pas aidé à l'organisation, et je sais qu'on. Elle s'est arrêtée. A recommencer. Je sais que je n'ai pas été juste avec toi. J'essaie de faire mieux. C'est tout ce que je demande, ai-je dit. Juste d'essayer. Quand nous avons raccroché, Antoine m'observait depuis l'embrasure de la porte. Comment ça s'est passé? Ils viennent. J'ai souri, surprise de constater que c'était sincère. Ils viennent vraiment. Comment tu te sens? J'y ai réfléchi. Pleine d'espoir, terrifiée, mais surtout juste prête. Il a traversé la pièce et m'a prise dans ses bras. Tu vas être une mariée magnifique, a-t-il dit. Je vais être une vraie. C'est mieux. Le jour où j'ai épousé Antoine, il a plu. Pas une bruine polie comme le jour du mariage de Sophie. Une averse torrentielle qui a transformé le jardin en un champ de boue et nous a forcés tous les 35 sous une tente de location qui avait certainement connu des jours meilleurs. C'était parfait. Ma robe coûtait 300 € dans une boutique vintage du centre-ville. Mes fleurs étaient des fleurs des champs qu'Antoine avait cueillies près de la maison de ses parents. L'officiant était un ami de la famille qui n'arrêtait pas de mélanger ses notes et de nous faire rire. Et j'étais si heureuse. Mes parents étaient assis au deuxième rang, pas au premier, qui appartenait aux parents d'Antoine, les personnes qui m'avaient accueilli dans leur famille sans condition ni comparaison. Mais ils étaient là. Maman a pleuré pendant toute la cérémonie. Papa n'arrêtait pas de se racler la gorge et de cligner des yeux. Pour une fois, je pense qu'il pleurait pour moi. Marc est venu, amenant Maxime avec lui. Il avait l'air bien, plus léger qu'à son propre mariage désastreux, comme s'il avait enfin déposé quelque chose de lourd. Il m'a serré dans ses bras avant la cérémonie. Merci, a-t-il dit simplement. Pourquoi? De ne pas être comme elle. Sophie n'était pas là.
Je ne l'avais pas invitée. Nous n'étions pas prêtes pour ça. Pas encore. Mais elle avait envoyé des fleurs et une carte. J'espère que c'est le premier jour de ton ils vécurent heureux. Tu le mérites. Ce n'était pas le pardon, mais c'était peut-être un début. Quand Antoine et moi avons prononcé nos vœux, je n'ai pas pensé au lieu qui n'était pas le domaine de Valmont ou à la robe qui n'était pas de Créateur. J'ai pensé aux 35 personnes qui étaient venues sous la pluie parce qu'elles nous aimaient. Je te choisis, a dit Antoine. Aujourd'hui et chaque jour qui suivra. Je pleurais trop pour répondre correctement, mais je pense qu'il a compris. Parfois, les gens me demandent si je déteste mes parents, si je déteste Sophie. La réponse est plus compliquée qu'un oui ou un non. J'ai passé 29 ans à attendre d'être vu. À attendre que ma mère me regarde comme elle regardait ma sœur. À attendre que mon père prenne la parole une seule fois pour dire que j'étais suffisante. À attendre que Sophie reconnaisse qu'on lui avait tout donné de ce qui m'avait été refusé. Voici ce que j'ai appris. Attendre que les autres vous valident est un jeu perdant. Vous pouvez passer toute votre vie à vous produire pour un public qui regarde quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez construire votre propre scène. Ma relation avec mes parents est toujours en cours de reconstruction. Nous dînons ensemble une fois par mois maintenant. Ils me posent des questions sur mon travail, mon mariage, ma vie. C'est parfois gênant, mais ils essaient. Et pour la première fois, cela semble suffisant. Sophie et moi nous envoyons des textos occasionnellement. Rien de profond, juste pour prendre des nouvelles. Les petites conversations hésitantes de personnes qui reconstruisent quelque chose à partir des décombres. Peut-être que nous ne serons jamais proches. Peut-être que ce n'est pas grave. Certaines blessures guérissent différemment des autres. Mais voici la chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, si vous ne deviez en retenir qu'une, votre valeur n'est pas déterminée par qui vous aime le plus. Poser des limites n'est pas égoïste. C'est de la survie. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre. Si vous êtes l'autre fille de quelqu'un, le plan de secours de quelqu'un, l'oublié de quelqu'un, sachez que vous méritez d'être le premier choix de quelqu'un. Pas parce que vous êtes la plus jolie ou la plus brillante ou la plus connectée, juste parce que vous êtes vous. J'ai toujours été visible. Ils ont juste choisi de ne pas regarder. Maintenant, je construis une vie avec des gens qui me voient clairement. Et honnêtement, ça vaut plus que n'importe quel mariage à 85 000 €. Et voilà mon histoire.